Notre planète, la Terre. Depuis l'espace, on discerne facilement les motifs dessinés par les différents continents. Les Amériques du Nord et du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Europe, l'Asie et l'Australie. D'énormes étendues de terre séparées par les océans qui créent un environnement au climat hospitalier adapté à l'évolution et à l'essor des civilisations. Imaginons maintenant que le monde soit ravagé par de violentes tempêtes et soumis à des températures extrêmes. D'intenses gelées, des vagues de canicule et la sécheresse. Un monde où les villes seraient détruites, où l'Afrique viendrait s'écraser sur New York et où Londres gèlerait au pôle Nord. Le futur de New York promet d'être assez dramatique. L'Amérique du Nord et l'Europe vont entrer en collision. Notre monde actuel sera métamorphosé. Il ne s'agit pas là d'un portrait de la Terre dévastée par une catastrophe mondiale. C'est ainsi que la nature aura modelé la planète dans plusieurs millions d'années. Cette incroyable transformation fait simplement partie du cycle naturel qui façonne la Terre depuis 4 milliards d'années et qui continuera de le faire jusqu'à ce que le Soleil en détruise la surface une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, les continents nous paraissent solides, inébranlables et à jamais immobiles. Pourtant, il n'en est rien. Ces gigantesques blocs continentaux sont constamment en mouvement. Si l'on observe les derniers milliards d'années en vitesse accélérée, on aperçoit le balai des continents. De puissantes forces agissent depuis les tréfonds du globe, déchirant les continents puis les faisant s'entrechoquer dans un capricieux cycle où s'alternent la mort et la renaissance. Des océans disparaissent, des montagnes s'effondrent puis ressurgissent à nouveau. Les continents se font et se défont. La dérive des continents est la plus implacable force au monde. Quand on se penche sur l'histoire de la planète, on voit qu'elle est faite de changements. Le changement fait partie de la nature. Il continue aujourd'hui et continuera dans le futur. Pour comprendre comment se dessine notre planète, il nous faut voyager dans le temps, jusqu'au premier jour du monde. « 4,5 milliards d'années en arrière. La Terre naît à partir des débris issus de la formation du Soleil. Ces débris rencontrent de la poussière et s'y agglomèrent. Quand ces petits tas atteignent 1 km de diamètre, ils génèrent suffisamment de gravité pour attirer d'autres matières. Peu à peu, ces objets viennent à former 20 planètes distinctes. Tandis qu'elles entrent en orbite autour du Soleil, elles se heurtent les unes aux autres. Une collision avec la planète Theia, qui va donner naissance à la Lune, détruit également une partie du manteau terrestre. L'énergie produite par le choc fait grimper la température de la Terre. Elle atteint près de 6000 degrés Celsius, 7 fois plus que l'intérieur d'un four crématoire. La planète n'est plus qu'une gigantesque masse de lave en fusion. Un monde infernal assailli par des milliers d'astéroïdes et de comètes. Mais dans les profondeurs, le processus qui donnera naissance au premier continent est en marche. Les éléments les plus lourds, le plomb et le nickel, s'enfoncent vers le centre de la Terre et y forment un noyau en fusion. Les plus légers, et notamment l'oxygène et le silicium, remontent à la surface et jaillissent en formant des volcans. Peu à peu, la température baisse à la surface de la Terre. La lave se solidifie et forme des morceaux de croûte, les prémices des premiers continents. Mais dès son apparition, le premier d'entre eux doit mener une terrible bataille.
Notre Terre a été bombardée par de nombreux astéroïdes très tôt dans son histoire. Tous ces impacts gigantesques ont eu des conséquences sur sa dynamique. Sam Boring, professeur de géologie, est un expert dans la genèse de la planète et des continents. La question de la croûte primitive est intéressante. À mon avis, elle a existé dès le premier jour. Il s'agit de savoir combien de temps elle a duré. Sous le bombardement constant des astéroïdes, il y a très peu de chances pour qu'elle ait pu être préservée. À peine s'est-elle formée que ces attaques incessantes détruisent la toute nouvelle croûte terrestre. La surface se recycle continuellement pendant plusieurs millions d'années. Avec la diminution de la chute de météorites et la maturation de la Terre, j'imagine que la croûte primaire a réussi à tenir plus longtemps. Le déluge d'astéroïdes finit par s'affaiblir et la surface du globe continue de se rafraîchir. Mais il manque encore un ingrédient vital, les océans. L'origine de l'eau est un sujet de controverse depuis des années. La plupart des experts pensent qu'une partie des météorites tombées sur Terre était chargée d'eau. L'eau, libérée lors des impacts, a pu former les océans qui entouraient les premiers continents. La Terre, il y a 4,4 milliards d'années. Elle est déjà vieille de 150 millions d'années et les premiers continents se sont dessinés. Il ne s'agit pas encore de nos 7 continents actuels, mais de petits morceaux de roche qui surnagent. C'est alors qu'apparaît un nouveau type de roche qui va constituer le nucléus des futurs continents. Une matière suffisamment flottante pour ne pas s'enfoncer dans les entrailles de la Terre, le granit. En Afrique du Sud, dans la région du craton de Cap-Val, dans le sud-est de Johannesburg, les géologues examinent un granit très ancien qui a survécu à l'érosion. Voici ce qu'ils considèrent comme les résidus du premier vrai continent. Nous avons ici les reliques du premier nucléus continental. C'est l'un des plus vieux et certainement le plus intact de tous les vestiges du premier continent. Le géologue Alex Kisters s'intéresse au rôle joué par le granit. Ces roches sont très importantes car elles sont extrêmement bien conservées, bien mieux que partout ailleurs. Elles nous permettent d'étudier les processus qui ont mené à la formation de la croûte terrestre. Il collecte des échantillons pour estimer l'âge de ce granit. Nous perforons au cœur de la roche, puis nous envoyons les fragments au laboratoire pour les faire dater. La datation de la roche est un procédé complexe, car au cours de longues périodes, les minéraux se décomposent puis durcissent à nouveau, créant de nouvelles pierres. Les scientifiques recherchent un composant capable de résister à l'épreuve du temps. Il s'agit du zircon, un cristal qui naît à l'intérieur de la lave lors de sa solidification. Même si la roche est détruite, le zircon est suffisamment solide pour ne pas céder. Le zircon est un minéral très intéressant, car son uranium se désintègre en plomb. C'est en quelque sorte la capsule temporelle de la nature. Afin d'illustrer ce processus, imaginons que ce sablier soit en fait un jeune cristal de zircon. Le sable du dessus représente l'uranium, celui du dessous, le plomb. Au cours de plusieurs millions d'années, l'uranium se transforme en plomb. La proportion de l'un et l'autre des éléments à l'intérieur du sablier indique le temps qui s'est écoulé. La désintégration naturelle de l'uranium en plomb est donc une horloge naturelle. Grâce à cette technique, les géologues estiment que ce granit serait vieux de 3,5 milliards d'années, ce qui le place parmi les roches les plus anciennes de la planète. Ces pierres sont le principal constituant du craton de Cap-Val. Un craton est un élément ancien de la croûte continentale suffisamment léger pour flotter sur le manteau et autour duquel le futur continent va croître. Certains ont été trouvés au cœur de l'Australie et de l'Amérique du Nord.
Celui du Cap-Val, en Afrique du Sud, s'étend sur plus d'1 million de kilomètres carrés, soit le double de la France métropolitaine. Sans granit, ce craton, ainsi que l'ensemble de la croûte continentale, n'existerait pas. Le granit se forme lorsque les minéraux de la croûte fondent, réagissent avec l'eau, refroidissent, puis se cristallisent. Parce qu'il est composé de minéraux légers, le granit est moins dense que les autres roches du manteau. Il flotte sur la surface et se mélange avec d'autres sédiments pour former des bouts de terre. Le craton du Cap-Val permet de comprendre comment le granit forme les continents. Ici, les pierres les plus anciennes sont des incroyables laves en coussin qui bordent la rivière Komati. Il y a 3,5 milliards d'années, ces laves se sont écoulées de volcans sous-marins. Au contact de l'eau, la lave se couvre d'une pellicule de verre, une sorte de baudruche qui gonfle progressivement et aboutit à ces formes de coussins. Ces roches figurent parmi les plus anciennes que nous connaissons. Elles sont presque identiques aux laves en coussin qui tapissent le fond océanique d'Hawaï, par exemple. Les laves de la rivière Komati sont apparues au fond de l'océan, mais ont été poussées vers la surface pour faire partie du continent. Mais d'où provient le granit? Pour l'obtenir, un parfait mélange de minéraux est nécessaire. Selon une récente théorie, la vie elle-même aurait fourni les ingrédients manquants. L'idée peut paraître farfelue. Pourtant, il semblerait que des organismes vivants et photosynthétiques soient apparus à l'époque où les continents ont commencé à se développer, il y a 3,8 milliards d'années. Les scientifiques pensent que des organismes primitifs tels que les bactéries ont pu contribuer à accélérer la décomposition des roches de la croûte terrestre. En l'espace de plusieurs milliers d'années, elles se désagrègent en minéraux qui retombent au fond du manteau. Ceux-ci chauffent et se transforment en magma granitique, lequel s'élève vers le protocontinent et se cristallise, donnant de gigantesques morceaux de granit solide. Ainsi formé, le craton commence à croître et à engendrer de nouveaux petits continents. Mais les cratons n'agissent pas seuls. Des forces encore plus puissantes s'activent dans les profondeurs. Des forces capables de scinder les continents et de les envoyer s'écraser les uns sur les autres, métamorphosant ainsi la face du monde. Il y a 4,5 milliards d'années, la Terre se forme. Pendant longtemps, elle est la proie d'une pluie d'astéroïdes et de météorites. Peu à peu, la planète en fusion refroidit et de petits blocs rocheux viennent s'agglutiner au craton de granit. Puis, des forces implacables venues du centre de la Terre font rompre et s'entrechoquer ces protocontinents qui continuent de se développer et finiront par devenir nos continents actuels. La surface de la Terre, la croûte terrestre, ressemble à un gigantesque puzzle dont les pièces emboîtées sont les plaques tectoniques. Celle-ci repose sur le manteau, la couche située entre la croûte et le noyau terrestre. Bien que le manteau soit composé de roches, la chaleur et la pression le rendent suffisamment souple pour permettre aux plaques de se déplacer de plusieurs centimètres par an. C'est en 1912 que la théorie de la dérive des continents est avancée par le physicien allemand Alfred Wegener. Il est interpellé par la similitude des fossiles découverts de part et d'autre des océans. Le paléontologue Mark Menamin, professeur à l'université de Mount Holyoke, dans le Massachusetts, est un spécialiste des archives fossiles. Wegener a fait remarquer qu'un organisme d'eau douce ne peut pas traverser une eau de mer. Donc, si l'on retrouve des fossiles de ces organismes ou d'animaux terrestres sur des continents aujourd'hui séparés par des milliers de kilomètres, c'est qu'ils ont dû être à proximité à un moment donné. En identifiant des fossiles similaires présents en différents points de la planète, les scientifiques déterminent quels continents ont été joints par le passé.
L'emplacement des fossiles nous permet de savoir où ils se sont formés et de quelle manière étaient juxtaposés les continents. Quand on trouve des fossiles identiques de part et d'autre du globe, cela signifie que les continents ont dérivé. Quand il énonce sa théorie de la dérive des continents, Alfred Wegener suscite des moqueries. L'idée que les continents puissent se mouvoir semblait tout à fait absurde. Le problème était qu'il ne savait pas comment ils se déplaçaient. Le mécanisme ne sera découvert que dans les années 1960. La chaleur en est la clé. La tectonique des plaques est largement liée à une chaleur plus intense à l'intérieur de la Terre qu'à sa surface. La température au centre du noyau dépasse les 5000 degrés Celsius. Il est aussi chaud que la surface du Soleil. Cette incroyable chaleur est due en grande partie aux collisions et aux chutes de météores qui ont marqué les débuts de la Terre. Elle s'explique aussi par la décomposition radioactive des éléments lourds. En s'échappant du noyau, la chaleur crée des courants de convection dans la couche supérieure, le manteau. Le processus ressemble au fonctionnement des lampes à lave. La chaleur produite par l'ampoule au fond de la lampe crée des courants de convection dans le liquide qui pousse la lave synthétique vers le haut. La chaleur fait fondre une partie du manteau et fait rejaillir le magma à la surface. Celui-ci s'échappe par des fissures dans les plaques. En se solidifiant, il va les faire s'écarter et par la même occasion, les continents qui reposent dessus. Je pense que la tectonique des plaques est indispensable à la planète. Elle est très efficace pour faire baisser la température au centre de la Terre. Le magma qui remonte depuis le noyau est donc à l'origine des déplacements des blocs continentaux. Aujourd'hui, la majorité des nouvelles roches se forment sous la mer, créant ainsi de longues chaînes de montagnes volcaniques situées au fond des principaux océans dans le monde. L'une de ces chaînes est clairement visible au fond de l'océan Atlantique, au long de la dorsale médio-atlantique. Elle s'étend sur près de 20 000 km, du sud de l'Arctique à l'Antarctique. Elle comprend aussi des parties émergées. C'est une éruption volcanique à la jonction des plaques nord-américaines et eurasiennes qui a donné naissance à l'Islande. C'est l'un des seuls endroits sur Terre où l'écart qui se creuse entre les continents soit observable. Ces structures géologiques ne sont visibles pratiquement nulle part ailleurs. C'est un manuel de géologie grandeur nature, et c'est ici que la croûte terrestre se forme. Pál Einarsson, professeur de géophysique à l'université d'Islande, étudie cette portion de la dorsale où les continents s'écartent. En Islande, elle mesure presque 5 km de large. D'un côté se trouve la plaque nord-américaine et de l'autre, la plaque du continent eurasien. Ici, le rift s'agrandit en même temps que se forment de nouvelles roches en son centre, repoussant inexorablement l'Amérique du Nord et l'Europe de chaque côté. L'océan Atlantique s'élargit et les deux continents s'éloignent. L'Atlantique finira peut-être par devenir aussi vaste que le Pacifique. Einarsson utilise un dispositif GPS qu'il place sur des points précis de la plaque. On place l'antenne sur un point déterminé, ce qui nous permet d'en identifier la position exacte par rapport au centre de la Terre. Bien que tout semble paisible et qu'on ne voit aucun magma surgir à la surface, les mesures prises par Einarsson démontrent que les deux continents s'éloignent chaque année de près de 2,5 cm. Ainsi, d'ici la fin du XXIe siècle, l'Europe et l'Amérique du Nord se seront écartées de presque 2,5 mètres. Les mouvements observés en Islande sont caractéristiques du processus de formation des continents qui a débuté voilà 4,4 milliards d'années. Ils font partie de l'évolution naturelle de notre planète. La nouvelle croûte naît sur la dorsale médio-atlantique, avance, refroidit, puis finit par regagner l'intérieur de la Terre. Lorsque les premiers protocontinents se sont formés, plusieurs plaques tectoniques s'entrechoquaient et s'écrasaient continuellement les unes contre les autres, poussant de nouvelles terres vers la surface du globe. Aujourd'hui, on compte une douzaine de plaques. Certaines se heurtent, d'autres s'éloignent les unes des autres. Elles sont capables de déplacer un continent de la taille de l'Amérique du Nord de 5000 km en 200 millions d'années.
soit 24 km par million d'années. La Terre, il y a 3,4 milliards d'années. Les protocontinents se rassemblent sous l'impulsion de la tectonique des plaques. Ensemble, ils forment une étendue de terre de plus en plus grande. Selon les scientifiques, les cratons se seraient réunis pour créer un supercontinent, un gigantesque bloc continental. On l'appelle le Val-Barra, ou encore lourd. Les experts ne connaissent ni sa forme ni sa taille exacte, étant donné qu'il ne reste que quelques résidus, comme le craton de Cap-Val. Mais les jours de Val-Barra sont comptés. À l'intérieur, le magma gagne en chaleur. Ce panache s'apprête à mettre le premier supercontinent en morceaux. Il y a 2,7 milliards d'années. Le premier supercontinent de toute l'histoire règne sur la planète. Mais la tectonique des plaques va bientôt bouleverser la situation. La roche a un fort pouvoir isolant. Lorsqu'un continent atteint une taille importante, elle emprisonne la chaleur sous elle. Tandis que la température monte, un panache de magma en fusion s'accumule sous le gigantesque bloc continental. La chaleur et la pression sur le manteau se font de plus en plus fortes. Finalement, la croûte ne peut plus contenir cette pression et la lave jaillit, déchirant la terre sur son passage. C'est ce que l'on observe aujourd'hui en Afrique. La chaleur dégagée par le noyau terrestre est en train de lézarder le continent. La vallée du Grand Rift s'étend de la mer Rouge jusqu'au Mozambique. Au long du rift, d'énormes fissures lacèrent le paysage. Les volcans comme le Kilimandjaro témoignent des remontées de magma du passé. Dans 10 millions d'années, la partie orientale de l'Afrique se sera détachée du reste. La lave en fusion capturée sous le supercontinent du Val-Barra finit par transpercer la surface rocheuse. Ils seront alors en une multitude de morceaux. Ces petits bouts de terre partent à la dérive. Mais personne ne sait vraiment à quoi ressemble la planète à cette époque. La Terre entre alors dans une période sombre. Elle a 2,7 milliards d'années. Il s'en passera plus d'1 milliard avant qu'un autre supercontinent n'apparaisse. Pourtant, il semble que notre astre ait entamé un nouveau cycle où vont s'alterner destruction et reconstruction. D'après la théorie de la dérive des continents, les phases de dérive succèdent aux phases de collision, et ainsi de suite. Nous pensons qu'un seul de ces cycles s'étend sur quelque chose comme 100 millions d'années. Lorsqu'un grand continent se divise, ces morceaux s'éloignent les uns des autres poussés par la nouvelle Terre apparue sur la dorsale située entre les plaques. Étant donné que la surface du globe est constante, une quantité de terre équivalente à la nouvelle doit impérativement être réabsorbée. Ce processus, appelé subduction, s'opère à la jonction des plaques. À cet endroit, la Terre replonge à l'intérieur du manteau où elle va fondre et créer de nouvelles roches. Au moment de la subduction, deux morceaux de terre sont poussés l'un vers l'autre. Quand ils entrent en collision, c'est le début d'un nouveau supercontinent. Il y a 1,1 milliard d'années. Le deuxième supercontinent est formé. Il s'agit de Rodinia. Il comprend la quasi-totalité des blocs rocheux présents à la surface de la Terre. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait, mais sa partie centrale deviendra un jour l'Amérique du Nord. 350 millions d'années plus tard, le cycle de destruction et reconstruction se remet en marche. Le panache remonte à la surface et fait éclater le supercontinent. En se fractionnant, Rodinia engendre à son tour plusieurs petits continents qui vont dériver pendant des millions d'années avant de se réunir à nouveau et former Gondwana, un supercontinent situé dans l'hémisphère sud.
Des centaines de millions d'années passent et Gondwana finit par se désagréger. La tectonique des plaques fait son œuvre encore une fois et donne naissance au dernier des supercontinents. Il sera baptisé la Pangée, un terme qui signifie en grec « toutes les terres ». L'ensemble de nos continents actuels sont présents, mais ne forment qu'un. Les géologues ont pu déterminer leur agencement grâce aux nombreuses espèces qui peuplaient la Terre il y a 350 millions d'années et qui vivaient dans des régions bien distinctes. Ce spécimen est le tout premier trilobite à provenir de ce qui correspond aujourd'hui aux États-Unis. C'est exactement le même type de trilobite que celui que l'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique du Nord. Ils sont si similaires qu'il ne fait aucun doute qu'ils aient été à proximité à un moment donné. Les archives fossiles prouvent que l'Europe et l'Amérique du Nord étaient assemblées. L'emplacement actuel de New York était accolé à celui du Maroc. L'océan Atlantique n'existait pas. La côte est de l'Amérique du Sud, quant à elle, était blottie contre la côte ouest de l'Afrique, tandis que l'Australie, l'Inde et l'Antarctique étaient soudées au sud-est du continent africain. Considérons le monde d'il y a 250 millions d'années. On observe un paysage dans lequel une créature marchant sur ses quatre pattes est capable de traverser tout le continent d'un bout à l'autre. La Pangée est alors un gigantesque bloc continental. Non seulement le monde a changé d'apparence, mais le climat est lui aussi bouleversé. La plus importante partie des terres étant loin des mers, l'intérieur connaît des changements de climat radicaux d'une saison à l'autre. Il fait extrêmement chaud en été et tout aussi froid en hiver. Les terres ne bénéficiaient pas de l'effet modérateur de l'océan, comme c'est le cas aujourd'hui. Il s'agit d'un monde très différent du nôtre, et en tout cas d'un monde rude et inhospitalier à la vie continentale. Le changement climatique introduit par la Pangée pourrait avoir joué un rôle déterminant dans la plus impressionnante des extinctions de masse. L'extinction du Permo-Triasique balaye quelques 90% des êtres vivants sur la planète. On dit qu'il s'agit de la mère de toutes les extinctions de masse. Je suis d'avis que le climat associé à la formation de la Pangée a été un facteur dominant dans ce phénomène, mais il n'en a pas été la seule cause. Il y a 250 millions d'années, la Pangée se disloque. Les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui commencent à prendre forme. Au cours des 10 millions d'années suivantes, l'Amérique du Sud s'écarte de l'Afrique et l'Amérique du Nord de l'Europe. L'Australie se détache de l'Antarctique et dérive vers le nord où le climat est plus amène. Les continents occupent des positions qui nous sont aujourd'hui familières, contrairement à leur relief. Les plus grandes chaînes de montagnes, telles que les Alpes ou l'Himalaya, ainsi que les vallées comme le Grand Canyon, ne sont pas encore formées. Elles ne surgiront qu'à la suite d'une incroyable bataille dans laquelle vont s'affronter les continents. La Terre, il y a 100 millions d'années. Peu à peu, notre monde moderne se dessine. Mais les blocs continentaux vont se livrer une bataille qui va changer la face du monde à jamais et faire naître les plus extraordinaires originalités géologiques de notre planète. Tandis que les continents se déplacent lentement à la surface de la Terre, la roche s'enfonce dans les zones de subduction situées entre les plaques tectoniques. Quand deux continents se rencontrent à la jonction de deux plaques, ils s'affrontent pour que l'un des deux prenne le dessus. Si aucune des plaques ne cède et ne s'enfonce pour être absorbée par le manteau, alors les deux continents vont lentement s'écraser l'un contre l'autre. C'est à cet endroit que naissent les montagnes.
Les Alpes sont la plus longue chaîne de montagnes européennes. Plus élevées que les Rocheuses, les Alpes s'étalent du sud de la France à la Slovénie en passant par l'Italie, la Suisse et l'Autriche. Leur naissance résulte de la collision entre l'Afrique et l'Europe. Tout commence lorsque le plateau africain se détache du plateau sud-américain et se met à dériver vers l'Europe. Sans les mouvements des plaques, notre planète serait dépourvue de montagnes. Le professeur Gérard Stampfli de l'Université de Lausanne en Suisse étudie le processus de formation des Alpes. En se rapprochant, les plaques africaines et eurasiennes ont pris au piège la plaque ibérique de plus petite taille. Les trois plaques sont entrées en collision. La plaque eurasienne s'est alors enfoncée à l'intérieur du manteau en rognant sur la plaque ibérique et en refermant l'océan Thétis. En s'enfonçant sous la plaque africaine, l'Eurasie repousse le fond de l'océan Thétis ainsi qu'une partie de la plaque ibérique de près de 1000 km au nord et les fait remonter de plusieurs milliers de mètres d'altitude. C'est ainsi que des roches nées au fond de l'océan se retrouvent au sommet des Alpes. Il est fascinant de se dire qu'au sommet du Cervin, on se trouve en fait au sommet de l'Afrique. Pour nous géologues, l'Afrique s'arrête dans les Alpes. Pendant les 100 millions d'années qui suivent, les continents continuent de s'écraser les uns contre les autres. De nouvelles chaînes montagneuses se forment à travers le globe. La plus grande, l'Himalaya, naît lorsque la plaque indienne remonte vers le nord et rencontre la plaque eurasienne. Elle se déplace à la vitesse de 5 cm par an. Cette collision entre deux continents géants va faire apparaître les plus hauts reliefs ayant jamais existé sur Terre. L'incroyable pouvoir de la dérive des continents n'a pas seulement fait surgir les montagnes. Il a aussi sculpté un paysage reconnaissable entre tous. Le Grand Canyon, dans l'Arizona. Le Grand Canyon est une énorme cicatrice sur la surface de la Terre. Le géologue Ron Blakey étudie le canyon depuis plus de 30 ans. C'est un endroit merveilleux pour venir à la rencontre de la planète Terre. Le canyon mesure 450 km de long et sa largeur varie de 500 mètres à 29 km. Les gorges les plus profondes descendent à 1,5 km. Elles mettent à découvert le cœur du continent américain. Comme les pages d'un livre, chaque épaisseur raconte un épisode de l'histoire. Ce qui est génial avec le Grand Canyon, c'est qu'en remontant ces vallées, on remonte aussi le temps. Chaque couche de pierre révèle un peu du passé géologique de l'Amérique du Nord. Depuis 2 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui. En s'enfonçant, on découvre les roches les plus anciennes. En analysant ces différentes couches, Blakey reconstitue l'histoire du canyon. C'est au sommet qu'il découvre certains des éléments les plus révélateurs, des fossiles marins. C'est le jackpot. Voici un extraordinaire exemple de fond marin du Permien. Ce qu'il nous apprend sur le Grand Canyon est que cette zone devait être au niveau de la mer quand ces roches se sont formées. Elle se trouve maintenant à plus de 2 km au-dessus. Que s'est-il passé? Soit le niveau de la mer a baissé de 2 km, ce à quoi nous ne croyons pas du tout, soit cet endroit s'est élevé de 2 km, ce dont nous sommes convaincus. Il commence à se former après la collision des plaques pacifiques et nord-américaines. Elle se heurte avec une telle violence que le fond de la plaque nord-américaine est projeté à plus de 3 km vers le haut. L'ancien fond marin va s'élever sur une période de 15 millions d'années pour devenir un vaste plateau bien au-dessus du niveau de la mer.
Il en est ainsi pendant plusieurs millions d'années, jusqu'à ce que l'érosion de l'eau transforme le paysage. Il y a 6 millions d'années, à plusieurs centaines de kilomètres au sud du canyon, le mouvement des plaques ouvre le golfe de Californie sur la mer. Pour la première fois, les petits cours d'eau des Rocheuses peuvent se déverser dans l'océan. Les ruisseaux partaient à plus de 4000 mètres d'altitude, dans les Rocheuses, et s'écoulaient jusqu'à la mer. Comme le Grand Canyon se trouvait sur leur route, il a forcément souffert de l'érosion. Ces cours d'eau se rejoignent pour former le fleuve Colorado actuel. Ils traversent les terres jusqu'au golfe de Californie. C'est un fleuve qui a sculpté le canyon. L'eau a rongé la roche, couche après couche, emportant les sédiments vers la mer et laissant derrière elle cette énorme fissure derrière moi. Le Grand Canyon témoigne du redoutable pouvoir des continents dans la formation de nos paysages. Retournons maintenant quelques 20 millions d'années en arrière. À 4000 km au sud du Grand Canyon, une autre collision est sur le point de prendre place. La carte du monde moderne est presque complète. À cette époque, l'eau qui s'écoule librement entre les océans Pacifique et Atlantique sépare encore les Amériques du Nord et du Sud. Depuis plusieurs millions d'années, la plaque pacifique a commencé à glisser sous celle des Caraïbes. La pression qui en résulte entraîne l'éruption de volcans sous-marins. Certaines explosions sont d'une force telle qu'elles créent un archipel de petites îles entre les deux continents américains. Au cours des 17 millions d'années suivantes, les courants océaniques déposent des sédiments entre ces nouvelles îles. Progressivement, ces dépôts s'accumulent, se compriment et forment des langues de terre reliant les îles. Il y a 3 millions d'années, l'isthme de Panama finit par rattacher les Amériques du Nord et du Sud. Dans le même temps, il sépare les océans Pacifique et Atlantique. L'eau ne pouvant plus circuler à cet endroit, les courants océaniques sont déviés. Cela va avoir pour conséquence un nouveau changement climatique. La circulation des eaux chaudes à travers le globe est bouleversée, ce qui désorganise les schémas climatiques et a pu faire basculer la planète dans une ère glaciaire. De nombreuses espèces disparaissent. Nos continents actuels sont formés, créant un environnement propice au développement des civilisations humaines sur la Terre. Combien de temps ? Les forces qui alimentent la tectonique des plaques sont toujours actives et finiront par déchirer les continents une fois de plus. Elles façonneront un nouveau monde et déclencheront peut-être une nouvelle extinction de masse, menant l'humanité à sa perte. Une vue de l'espace nous permet d'observer les continents d'aujourd'hui. On en dénombre 7 au total, bien que certains soient délimités par des frontières politiques plutôt que géographiques. L'Euraphrasie est un supercontinent qui comprend l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il s'étend du plateau sibérien en Russie jusqu'au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Un parcours spectaculaire à travers 3 continents qui présentent d'impressionnants écarts climatiques, des paysages diamétralement opposés et toute une palette de cultures. Toutefois, l'Euraphrasie n'est pas l'unique supercontinent sur la planète. Grâce à l'isthme de Panama, les continents américains peuvent aussi être considérés comme tels. De plus, si le détroit de Bering devait un jour être comblé par la glace, il serait possible de marcher du Cap Horn à l'extrémité australe de l'Amérique du Sud jusqu'au cap de Bonne-Espérance en Afrique. Un aller simple de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Mais les choses sont vouées à changer, car sous la surface, les mouvements des plaques continuent de déplacer les continents tout autour du globe. Le processus s'est mis en marche lorsque la Terre s'est formée et il n'est pas près de s'arrêter.
Nous ne pouvons qu'observer le résultat actuel du cycle global qui régit la planète depuis 4,4 milliards d'années et qui va se poursuivre même si nous ne sommes plus là pour y assister. Ce cycle continental n'est pas sans conséquence sur notre monde actuel. Il est à l'origine de bien des catastrophes naturelles. Le mouvement des plaques produit des points de pression à l'origine des éruptions volcaniques. De plus, en dérivant, les continents induisent une instabilité au point de jonction des plaques et déclenchent des tremblements de terre meurtriers. Comme ici, le 8 octobre 2005, au Cachemire, 75 000 personnes perdent la vie et près de 3 millions se retrouvent sans abri. Lorsque les plaques disparaissent à l'intérieur du manteau, elles soulèvent des vagues meurtrières. Le tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien n'est qu'un seul exemple des terrifiantes énergies issues de la subduction. Toutes ces catastrophes naturelles font partie du cycle de vie des continents. On ne peut les empêcher. Nous devons nous accommoder du mouvement des plaques. On ne peut pas y remédier. Il y aura forcément d'importants tremblements de terre en Californie avec énormément de pertes matérielles et humaines. Il peut sembler que le rythme des catastrophes naturelles se soit accéléré au cours des dernières années. Mais en réalité, elles ne sont ni plus nombreuses, ni plus graves, mais simplement plus médiatisées. Je pense que nous assistons à une véritable prise de conscience du public. Grâce aux nouveaux moyens de communication, il est mieux informé des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Il ne nous a été donné d'observer qu'une courte période de la vie de la Terre. Si nous avions une vision d'ensemble sur les catastrophes naturelles survenues au cours des derniers millions d'années, nous verrions les choses différemment. Admettons qu'il y ait 10 séismes majeurs au cours des 10 dernières années et que les 10 années suivantes, il n'y en ait aucun. Cela ne veut rien dire. La période d'observation est beaucoup trop courte. Si l'on s'intéresse aux centaines de millions d'années qui se sont écoulées, la moyenne se rétablit. Il est impossible de prédire avec précision quand surviendra la prochaine catastrophe. En revanche, on sait où elle se produira. Au point de jonction des plaques. Si l'on trace la carte des séismes et des volcans, on constate qu'ils suivent les failles entre les plaques. Les mouvements annoncés par les spécialistes pour les millions d'années à venir n'augurent rien de bon pour de nombreuses grandes villes du globe. À quoi ressemblera notre monde dans le futur? Dans 50 millions d'années, l'océan Atlantique se sera élargi et New York se sera donc encore éloigné de l'Afrique du Nord. Dans l'hémisphère sud, l'Australie sera en route vers une collision avec l'Asie du Sud-Est. L'Europe, elle, verra l'Afrique remonter vers le nord, faisant disparaître la mer Méditerranée. Une nouvelle chaîne montagneuse apparaîtra à la place de l'Italie et de la Grèce. Baptisées les montagnes méditerranéennes, elles seront aussi vastes que l'Himalaya, traversant l'Espagne, le sud de l'Europe et le Moyen-Orient jusqu'en Asie. Dans 100 millions d'années, la dérive des continents aura complètement transformé la surface de la Terre. L'océan Atlantique sera encore plus large, mais une zone de subduction se sera formée au long de ses côtes occidentales. La fosse sous-marine de Porto Rico dans les Caraïbes en est le premier signe annonciateur. La fosse va s'étendre au nord et au sud au long de la côte est des continents américains. Cette grande zone de subduction finira par engloutir l'océan Atlantique, tirant ainsi l'Europe et l'Afrique vers les Amériques. Nous voici 250 millions d'années dans le futur. Les voyageurs intergalactiques de retour sur leur planète d'origine vont trouver un monde très différent de celui décrit dans leurs archives. Il n'y a plus 7 continents,
mais un gigantesque bloc continental comprenant la quasi-totalité des terres de la planète. Il s'agira probablement d'un monde aride et glacial. Les explorateurs recherchent les vestiges de nos villes, mais lors de la rencontre entre l'Europe et l'Amérique, toutes les villes côtières auront été progressivement détruites. L'avenir géologique de New York promet d'être assez dramatique. Sur le long terme, la région va se trouver pile à l'endroit où l'Amérique du Nord et l'Europe vont entrer en collision, ce qui va produire de nouvelles roches. La ville finira par disparaître, coincée entre les deux continents. New York et ses environs seront réduits en morceaux et enterrés profondément sous la surface, ne laissant que quelques résidus derrière eux. Dans le futur, les géologues retrouveront des restes de New York coincés à l'intérieur même des roches. Des bâtiments, des bouteilles en plastique, de vieilles voitures. Toutes ces choses seront incorporées aux archives fossiles et reconnaissables par les experts du futur qui sauront ce qu'ils cherchent. À cause de ses similitudes avec les supercontinents qui l'auront précédé, celui-ci sera nommé Pangea Ultima, la Pangée ultime. La plupart des terres de la planète seront réunies. La Pangée ultime sera probablement soumise à des climats extrêmes, tout comme la première Pangée l'avait été. Ce climat funeste pourrait avoir des effets dévastateurs sur la vie terrestre. Il est intéressant de spéculer sur les implications de tout cela sur la race humaine. La disposition des continents aura forcément des répercussions sur le climat, ce qui risque d'affecter les organismes vivants, voire d'engendrer de nouvelles extinctions de masse. Lentement, mais sûrement, notre monde avance vers sa propre destruction. Les processus qui sculptent la surface de la planète ne changeront pas. Il y aura toujours des séismes, des volcans, il y aura d'autres tsunamis, d'autres ouragans, et cela que les humains soient sur Terre ou non. La planète sera toujours là. La tectonique des plaques va se poursuivre pendant au moins plusieurs centaines de millions d'années. Reste à savoir si les hommes seront toujours présents pour y assister. Il se pourrait que même la Pangée ultime ne soit pas le point final de cette histoire. Les forces qui l'auront créée finiront peut-être par la déchirer à son tour et par relancer le cycle de mort et de renaissance une fois encore. D'ici là, les effets de la dérive des continents seront peut-être devenus invivables pour notre espèce. Après la destruction de nos villes et sous un climat trop sévère, peut-être aurons-nous quitté la Terre en quête d'une terre d'accueil plus hospitalière.